Bonjour à tous, c'est bon, là, je vois qu'on m'entend. On va pouvoir débuter cette masterclass. Donc merci à tous d'être venus. J'espère que vous êtes bien installés. Avec Arthur, on a enlevé le masque. Ça va être plus sympa pour pouvoir parler. Et puis on se met à une distance qui permet de le faire. Merci beaucoup aux équipes du Palace de pouvoir nous accueillir et puis partager ce contenu. Surtout renouer avec une sorte d'événement physique. Je pense que tout le monde est hyper content. Sam, derrière la régie, j'imagine que tu es sûrement un des premiers à être content. Moi je suis hyper content aussi de pouvoir prendre la parole ici puisque je suis tout jeune en fait membre du Palace. J'ai rejoint le Palace il y a un mois maintenant en tant que CMO de Penny Lane. On va parler un peu de Penny Lane après avoir fait quelques années comme CMO d'iAdvice, qui est une boîte qui parle à pas mal de Nantais. Et puis surtout content de vous présenter Arthur aujourd'hui. L'objectif c'est qu'on dresse un peu un portrait d'entrepreneur et puis que tu puisses présenter ta vision de l'entrepreneuriat, ta vision du business, et puis aussi un peu ta vision de la comptabilité, vu que c'est un sujet évidemment passionnant auquel tu as décidé de te frotter un peu. L'objectif, c'est, je ne vais pas moi dérouler ton CV, je ne vais pas expliquer ce que tu as fait, qui tu es. C'est plus qu'un peu comme un bon bouquin, on apprenne petit à petit à te connaître chapitre par chapitre et à découvrir un peu l'histoire. Avec un premier chapitre pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, avec cette petite phrase qui pourrait presque être le titre d'un bouquin. C'est l'histoire d'une boîte lancée entre copains, vendue 3 ans plus tard à Booking.com. Je suis sûr d'ailleurs que si c'était le titre d'un bouquin, on en vendrait quelques-uns, parce que ça marche pas mal. On va parler de ce sujet-là pour rentrer un peu sur le sujet. L'histoire d'une bande de copains d'école. Avant concrètement de parler de cette bande de copains d'école, une question que j'aime bien poser à des entrepreneurs, c'est quand tu étais petit, quand tu étais au collège, tu avais quelle vision justement du travail? Tu avais envie de faire quoi comme job? Footballeur. C'est raté. A priori, c'est raté. Quelques années plus tard, du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont devenus plus tard tes associés. C'est quoi? C'est au lycée, c'est un peu plus tard que ce groupe prend? Ouais, c'est du coup alors les fondateurs de Price Match, donc on était 6. Et du coup, il y avait la moitié qui étaient des amis de lycée et l'autre moitié des amis de fac. Et oui, très concrètement, on était en master et on a tous fait des stages qui nous ont pas trop plu. Et donc on s'est dit que c'était le meilleur moment de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que en master on n'a pas trop de charges, on n'a pas de famille, et donc c'était un peu le moment facile et on s'est mis à chercher une idée. Et du coup moi l'idée venait j'ai fait un an d'échange aux États-Unis et j'avais entendu parler d'une start-up américaine qui faisait du pricing dynamique des tickets de matchs de baseball. On revient au foot et tout. Et nous on voulait faire la même chose pour les matchs de foot, l'opéra, etc. Et on s'est rendu compte de fil en aiguille, un peu par hasard, que le marché le plus intéressant pour faire du pricing dynamique ou yield management, c'était l'hôtellerie. Et donc c'est comme ça qu'on a fini par dire qu'on se concentrait à 100% sur l'hôtellerie. Donc, 2 questions là-dessus. La première question, c'est au moment où vous décidez de créer une boîte, vous êtes encore étudiant? Ouais. Vous finissez quand même vos études? Alors on était du coup en césure de master. Et alors moi je faisais mon master à Sciences Po. Ils ont été très compréhensifs, donc ils ont été sympas. Et donc j'ai pris 2 ans de césure du coup, et j'ai fait mon M2 où j'allais pas beaucoup en cours. Mais du coup on a tous eu notre diplôme au moins. Ok, donc cette première boîte, elle s'appelle Price Match. En 2 mots, enfin le pitch, c'était quoi? Le pitch, c'était de dire que quand vous prenez l'avion, vous êtes habitué à ce qu'il y ait un prix différent pour chaque place. Et derrière ça, c'est des armées d'ingénieurs qui bossent pour Air France et les différentes compagnies aériennes. Et que les hôtels, ils ne peuvent pas se permettre d'embaucher des armées d'ingénieurs. Et que pourtant, ils ont exactement la même problématique qu'un avion. Pour remplir un hôtel, c'est comme remplir un avion. Et du coup, notre but, c'était de démocratiser ces pratiques-là qui existent depuis 20-30 ans dans l'aérien pour les hôtels, à la base les hôtels indépendants. Et puis après, on s'est rendu compte que même un groupe comme le groupe Accor, ils n'avaient pas forcément non plus les armées d'ingénieurs. Ils avaient de l'expertise métier du revenu management, mais pas la tech. Et donc, on a développé un logiciel pour aider tous les hôtels à faire varier le prix en fonction de la demande. Donc, c'était un des très lourd en data science, connectivité. Donc, il fallait se brancher à tous les flux de l'hôtel. Donc, récupérer le prix de ses concurrents sur Booking, les événements, se brancher au logiciel de gestion de l'hôtel, et puis analyser tout ça pour faire un algorithme qui en temps réel leur dise actuellement ta chambre elle est à 100 €, elle devrait être à 97, à 103, et lui permettre de mettre à jour ce prix facilement sur tous les canaux de distribution. Donc c'était gagner du temps et gagner de l'argent.
pour les hôtels. Et donc vous étiez 6, c'est ça à la base, visiblement avec à peu près le même cursus, donc normalement à peu près les mêmes compétences. Comment est-ce que tu arrives à construire une boîte à 6 copains et se répartir les rôles et s'associer intelligemment? Alors effectivement, ça fait peur à la plupart des investisseurs à la base quand tu arrives à 6. Et là, chez Penny Lane, on est 7 cofondateurs. Et donc effectivement, comme tu dis, le secret, c'est de bien se répartir les rôles. D'ailleurs, que tu sois 6 ou que tu sois 2, je pense que c'est clé qu'il y ait une ligne très claire de démarcation entre le scope de chacun, avec des moyens de mesurer les résultats que chacun a. Et donc nous, il y en avait 2 sur la partie tech. Et il y avait beaucoup de boulot, donc c'était pas de trop pour le coup qu'ils soient 2. Un qui était plus individual contributor et l'autre qui était plus people manager. Ensuite, il y avait une personne sur le produit, une personne sur le commercial. Et je crois que j'oublie personne. Et ensuite, on était 2 à être un peu plus transverses sur la partie Ops, Customer Success. Et puis moi, du coup, j'étais le CEO et donc je m'occupais comme chez Penny Lane, de la strat, relations investisseurs. Et puis du coup, en ayant les mains libres, possibilité d'aller éteindre les incendies qu'il faut là où il y en a, sachant que les autres ont le nez dans le guidon. Donc l'histoire, en fait, elle est relativement courte quand même, parce que là, c'est une boîte qui s'est vendue au bout de 3 ans, c'est ça? Les grosses dates, les grosses steps de l'histoire price match avant de parler de la revente, c'est lesquelles? Alors, ça a commencé très lentement. Parce que c'était notre première boîte, qu'on était en césure de master, qu'on n'y connaissait pas grand chose. Déjà, ça nous a pris 7 mois au début à arriver à la conclusion qu'il fallait se concentrer sur les hôtels. Pendant les 7 premiers mois, on a réussi à avoir des rendez-vous avec le Stade de France, avec l'Opéra de Paris, etc. Et c'est qu'au bout de 7 mois qu'on s'est dit c'est les hôtels. Ensuite, ça nous a pris 5 mois supplémentaires de sortir un MVP, un minimum viable product logiciel. Donc, avant ça, on avait un prototype qui était un fichier Excel avec des algos qui tournaient dedans, mais que ce soit une vraie plateforme, en gros ça nous a pris 1 an. 5-6 mois d'avoir nos premiers clients, d'arriver à 5-10 000 euros de revenus récurrents mensuels. À ce moment-là, on a fait notre levée de fonds de seed, donc on était autofinancé jusque-là. On a levé 1 million d'euros à l'époque avec Partech. Et Partech nous a pas mal poussé à accélérer. On était très 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 frugaux. On voulait absolument rien dépenser ni rien. Et donc Partech nous a dit si vous avez vraiment de l'ambition, que vous voulez faire une boîte pas que française mais européenne, mondiale, notamment on est 4 boîtes, donc c'est un peu, on a eu de la chance, on était au bon endroit au bon moment parce qu'il y avait 4 boîtes qui sont lancées au même moment dans le monde pour faire la même chose. Donc sûrement qu'il y avait des enjeux technologiques qui rendaient ça possible à ce moment-là. Et notamment l'américain qui avait levé 60-70 millions parce qu'il y avait l'ancien CTO de Salesforce qui était le co-founder tech. Et du coup, ils nous ont poussé à accélérer, à recruter, à lancer vite des marchés à l'international, etc. Et donc, c'est entre le moment de la première levée de fonds de seed et là, dans l'année qui a suivi, 1 an et demi qui a suivi, on est passé du coup de 10 000 euros de revenus mensuels récurrents à 150 ou 200 000. On est passé de 10 à une centaine de personnes et on a signé un gros contrat avec le groupe Accor pour équiper tous les hôtels Ibis du monde. Et en plus de ça, on a racheté un petit concurrent aux Pays-Bas, c'est la même chose que nous, pour l'équipe et les clients. Et donc, au final, c'est à peu près 15 mois après la levée de seed, on s'apprêtait à faire une belle série A. Et c'est à ce moment-là que Booking est arrivé pour proposer de racheter la boîte. Et donc Booking, ils viennent tout seuls, ils t'appellent un jour. Enfin, on va parler du coup de ce sujet-là, mais 2 questions, c'est comment est-ce que d'un coup tu te mets à être en contact avec Booking.com et il se passe combien de temps entre ce premier contact et la term sheet d'acquisition? Alors, le premier contact, c'est un peu par hasard. Il se trouve que nous, on avait une stratégie de commercialisation duale, une en direct avec les hôtels et deuxièmement via les outils de gestion hôtelière. Donc ça, on appelle le PMS Property Management System. Et donc on allait voir ces gens-là qui fournissaient aux hôtels l'outil cœur métier qu'ils ont au check-in, au check-out, à la réception. Et nous on leur disait il vous manque la brique revenu management, vendez ça. Et puis au passage ça nous permettait de nous connecter parce qu'on avait besoin de se connecter à ces outils-là. Et Booking venait de lancer une division B2B donc, en disant on amène plein de résas aux hôtels, mais si demain Google ou Airbnb amènent les mêmes résas moins chers, les hôtels ils vont pas mettre très longtemps
à aller vendre leur chambre ailleurs. Et du coup, ils avaient envie de créer plus de liens avec les hôtels. Et un moyen de créer plus de liens, c'était d'offrir du service tech, du logiciel, en plus d'amener juste des réservations. Et donc, ils venaient d'acheter un logiciel de gestion d'hôtel, justement, et un Wix.com hôtelier, enfin un outil de site, management de site pour les hôtels. Et du coup, moi, j'étais à une conférence aux États-Unis, je l'ai contacté en disant vous avez un logiciel de gestion d'hôtel, est-ce que vous voulez prendre ma brique en marque blanche, revenu management? Et donc, c'est là que j'ai fait la démo, que ça leur a plu. Il faut savoir qu'ils avaient quelques critères. Donc, ils venaient de racheter 2 boîtes. C'est une boîte Booking a racheté très peu d'entreprises. Donc, ils avaient racheté ces 2 et nous, on était à la 3e. Ils avaient quelques critères. Ils cherchaient des gens en Europe. Booking est une boîte hollandaise. Ils avaient des mauvaises expériences avec l'autre boîte qu'ils avaient racheté aux États-Unis, qui voulaient absolument que les gens soient en Europe. Ils voulaient une boîte qui utilise un peu les outils Salesforce, Zendesk, qui est le bon stack en place. Et ils voulaient surtout de la tech, parce que Booking a vraiment un ADN tech très fort. Pour donner une idée, j'ai passé du coup 3 ans là-bas. Quand je suis arrivé, il y avait 700 devs. Quand je suis parti, il y avait 2000 devs quand même. Donc c'est très tech produit. Et du coup, ça s'est fait comme ça, un peu par hasard. On a juste échangé et au fur et à mesure, on a pris quelques cafés. Et puis il y a une fois, au fur et à mesure des cafés, il faisait venir des gens un peu seniors dans la boîte. Et le dernier café, il y avait le CMO qui m'a dit genre c'est quoi la culture de la boîte chez PriceMatch, je sais pas quoi. Et donc, quand je suis sorti, là, j'ai envoyé un SMS à mes cofondateurs en disant je crois qu'il y a peut-être un truc qui se joue. Et le lendemain, il m'a appelé pour me dire on est intéressé pour acheter la boîte. Et du coup, c'était une question pour nous. C'était un des plans ou c'était pas forcément le plan? Non, franchement, c'était pas du tout prévu et nous-mêmes, on pensait pas qu'on pouvait intéresser à ce stade-là Booking. Donc le plan, c'est vraiment de lever des fonds et de grandir. Après, quand ils nous ont fait l'offre, ce dont on s'est rendu compte, c'était que donc nous, on avait levé 1 million d'euros. Les fondateurs ont possédé encore 75% de la boîte. On avait tout le contrôle. Et du coup, si tu veux, le moment où tu lèves ta série A, tout de suite, tu perds le contrôle. Ta valo, elle explose. Et du coup, nous, on a dit à Booking, il y a peut-être un truc à jouer pour que ce soit gagnant-gagnant. Nous, ça nous permet les sous que vous mettez, ils vont dans la poche des fondateurs et pas dans la poche des VC. Et eux, ça leur plaît aussi a priori. Et donc nous, on leur a dit, on est assez confiant sur notre développement. Si vous êtes prêt à payer, en gros aujourd'hui, ce que nous, on estime pouvoir valoir d'ici quelques années, on est prêt. Après, l'autre question qui s'est posée pour nous, on s'est dit, si un jour on se fait racheter, où est-ce qu'on a envie d'aller passer 2-3 ans Et Booking était de loin la boîte la plus proche de notre ADN tech produit, où aller passer ces 2-3 ans. Quoi. Et du coup, pour terminer sur ce chapitre 1, 2 questions. Le premier, c'est quand tu es CEO d'une boîte comme PriceMatch, tu te mets à jouer quel rôle chez Booking? Tu deviens un salarié qui fait quoi? Et l'autre question, c'est, tu dis que ce n'était pas forcément dans les plans, donc vous étiez à peu près 100 à cette époque-là. Tu racontes quoi à tes salariés qui t'ont rejoint depuis à peine quelques mois ou quelques semaines? Comment tu les embarques dans cette histoire? Et aux hôtels aussi, parce que le truc le plus simple pour vendre un outil à un hôtel, c'est de lui dire je t'aide à vendre moins chez Booking.com. Donc on en a abusé un peu. En rejoignant Booking, la personne qui dirigeait justement cette branche B2B de Booking, qui s'appelait Booking Suite, donc leur premier truc, c'est ils nous ont dit tous les fondateurs et toute l'équipe tech doit déménager à Amsterdam. C'est là qu'ils ont tout centralisé eux de leur côté. Et donc les fondateurs, on y a été. L'équipe tech, c'était soit les devs déménageaient à Amsterdam, soit ils avaient un package de départ pour aller vers d'autres aventures. Et donc la plupart des gens ont déménagé à Amsterdam et ont été très bien traités et très contents. Et après, pour le reste des équipes, ils avaient le choix soit entre face à un entretien pour venir effectivement à Amsterdam également, soit de rejoindre les bureaux locaux de Booking.com, qui a des bureaux un peu partout. En France, ils ont une dizaine de bureaux locaux parce qu'ils sont au contact des hôtels. Voilà. Et moi, du coup, en tant qu'ancien CEO, la personne qui nous a racheté m'a dit que le job le plus proche dans justement une organisation tech product comme Booking, c'était celui de product manager. Et c'est la même structure qu'on met en place aujourd'hui chez Penny Lane. On essaie d'être une boîte très product-led, où du coup chaque product manager est le mini CEO de la sous-partie du produit qu'il ou qu'elle gère.
Et donc effectivement, chez Booking, donc à la fin, je crois qu'on était à peu près 200 product managers. Et tu as Booking qui dit voilà donc ils utilisent le framework qu'on appelle Objectives and Key Results, OKR. Il dit voilà l'objectif de Booking pour le prochain trimestre. Et vraiment, chacune de ces équipes, le product manager prenant le lead là-dessus, va décider quels sont leurs propres objectifs qui se fixent et comment eux, ils pensent qu'à leur échelle, ils peuvent contribuer au mieux aux objectifs de la boîte. Mais c'est pas du tout top-down. Il n'y a pas Booking qui dit toi, t'es l'équipe, tu vas bosser là-dessus. C'est vraiment chaque équipe qui auto-détermine ce sur quoi ils vont travailler. Et du coup, moi, j'ai d'abord été product manager de notre produit. Après, j'ai fait du product management pour plus de produits de la suite B2B. Et après, j'ai rejoint Booking, mais sur des produits purement Booking et pas le nôtre, sur diverses problématiques, à la fois B2C, donc côté site client booking.com, et côté B2B, relation entre Booking et les hôtels, sur tout un tas de problématiques différentes. Et en quoi est-ce que Booking a transformé Arthur, le CEO de Price Match, en Arthur, CEO de Penny Lane? Ouais, alors c'est une question qu'on s'est posée au tout début quand on a lancé Penny Lane. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a envie de reproduire comme erreur, ou de pas reproduire comme erreur, ou de s'inspirer. Pour moi, alors les grands trucs que j'ai, alors chez Booking, c'est juste une organisation très très professionnelle et structurée du product management de la tech. Parce qu'avec 2000 développeurs, tu peux faire les choses bien. Avec le trafic qu'ils ont, tu peux faire les choses bien. Donc, tout ce qui est A/B testing, est extrêmement data-driven pour mesurer tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de reproduire chez Penny Lane. Le deuxième, c'est justement cette organisation des objectifs et beaucoup de transparence dans la boîte pour savoir que chez Booking, tu as des écrans partout avec leur métrique principale qui est le bookings per day. Et tous les employés voient vraiment tout le temps où ils en sont du bookings per day en temps réel. Et puis n'importe qui peut décider de lancer une expérimentation. Ils ont construit leur propre machine à A/B tester. Il y a à peu près, si vous allez sur Booking là actuellement, vous aurez à peu près 1000 différentes versions possibles que vous pouvez avoir du site à tout moment. Et à tout moment, ils mesurent ce qui convertit le mieux. Voilà. Et donc chacun peut vraiment dire tiens, je vais tester ça, j'ai une hypothèse, je vais essayer de la valider, de l'invalider. Le côté product-led, donc que ce soit le produit qui dirige la boîte plus que le côté commercial. Et ça, chez Price Match, on était très commerciaux. C'était les commerciaux qui disaient j'ai besoin de telle fonctionnalité pour signer tel client. Et on essaye autant que possible chez Penny Lane que ce soit le produit qui a une approche un peu plus long-termiste et plus vraiment répondre aux besoins du client plus que juste la feature qui fait vendre. On essaye vraiment d'implémenter ça chez Penny Lane. Il y a quelques autres éléments plus de culture de boîte et d'efficacité qu'on a vu. Il y en a un qui est, ce qu'on a beaucoup aimé chez Booking, c'est le fait que pour chaque rôle, ils essaient d'avoir 2 chemins de carrière parallèles. Un qui soit manager et un qui soit contributeur individuel. Et je pense que c'est un truc qui manque beaucoup en France, où je pense qu'assez rapidement en France, dès que quelqu'un est bon dans son job, on lui dit pour progresser, tu dois devenir manager. Alors que tout le monde n'a pas envie de devenir manager, n'est pas fait pour devenir manager. Mais on y est poussé parce qu'on nous dit que c'est le bon truc et aussi on est payé mieux en étant manager. Et donc Booking a vraiment réussi à mettre en place ces 2 chemins en assurant qu'à chaque échelon, je vais être payé exactement la même chose que je sois manager ou contributeur individuel et que j'ai pas moins de prestige à être contributeur individuel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place autant que possible chez Penny Lane parce que alors le plus simple où commencer, c'est côté tech. Mais on essaie de vraiment aussi développer ça, je pense en marketing, en sales, on va essayer de faire ça. Ça marche, on va fermer ce premier chapitre. Pour en ouvrir un deuxième, on va parler de Penny Lane évidemment, mais avant il y a cette question, pourquoi la comptabilité pourquoi est-ce que tu vas chercher la difficulté tant que ça autour de ce chapitre-là, un peu du tourisme à la comptabilité par la tech, parce que je pense que c'est la réponse, elle est là. Donc, si on refait un peu la chronologie, Booking est vendu. On est en quelle année Booking vendu. Price Match est vendu à Booking 2015. 2015. Du coup, il se passe 5 ans entre les deux, entre le fait, la création officielle de Penny Lane et cette vente-là. Sans rentrer dans le détail de ce que tu as fait pendant ces années-là, mais comment est-ce que ça commence à brainstormer et comment est-ce qu'à un moment donné, avec une partie de ces mêmes gens, vous dites tiens, il y a un sujet sur la compta? Alors premièrement, donc, on a adoré notre job chez Booking, mais ce qui nous manquait, c'était vraiment l'adrénaline.
et le sentiment d'avoir un impact. Parce que dans une boîte de 15 000 salariés, au final, quand même, le soir, quand tu rentres chez toi, tu te dis, si j'étais pas venu au boulot aujourd'hui, je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Donc c'est vraiment ça, nous, qui nous a manqué. On a un peu comblé ce vide en investissant dans pas mal de startups, en accompagnant pas mal de startups, et on a vécu un peu par transitivité leur excitation, leur adrénaline. Après, quand on est parti du coup de Booking, on a pris un peu de temps off et on s'est dit on a envie de remonter une boîte ensemble. On était donc 4 des 6 cofondateurs, plus un des premiers salariés, Thierry. Et on a essayé de se fixer Alors, on a essayé d'apprendre de nos erreurs de price match justement sur cette partie, de trouver une idée et valider aussi vite que possible, valider ou invalider des hypothèses. On s'est fixé des grands critères. Il y avait un critère qui était gros marché, parce que si on se relance, on a envie de faire une grosse boîte. Deuxième critère qui était la tech doit être l'élément différenciant principal, parce qu'on estime que c'est notre savoir-faire principal. Et troisième point, qui était idéalement un marché de remplacement plutôt qu'un marché d'évangélisation. C'était un peu notre grosse frustration avec Price Match. C'était que là, donc 99% des hôtels, ils font leur pricing sur Excel. Et donc avant de vendre notre outil Price Match, on devait avant tout vendre à un hôtel qui devait avoir un outil de revenu management plutôt qu'Excel, quoi. Et donc ça peut être assez frustrant parce que tu n'as pas l'impression d'avoir forcément ton destin entre tes mains. Tu peux faire le meilleur outil, si l'hôtel il veut rester sur Excel, il reste sur Excel, quoi. Et donc idéalement un marché où les gens payent déjà pour quelque chose, ils ont déjà accepté le fait qu'il fallait payer et faire un produit mieux. Voilà. Quand tu fais la combinaison de ces 3 points, ça t'amène assez souvent à ce que Quentin, notre CTO, appelle des business pas très sexy. Même si moi je trouve ça sexy, mais le revenu management, la compta, c'est pas les trucs qui sont brillants, c'est pas du B2C, c'est pas booking.com, quoi. Mais nous on trouve que c'est là-dessus, sur ces sujets-là, qu'il y a justement le plus à faire, qu'il y a le plus d'enjeux, de challenge, parce que tu as des utilisateurs, typiquement en compta, l'utilisateur il va passer 9 heures par jour dans ton outil, et donc faire le bon outil c'est un vrai enjeu, et tu vas vraiment changer la vie des gens. Et donc ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et donc comment on en est arrivé à la compta, on a testé une dizaine d'idées avant d'arriver à la compta, en essayant, alors c'était du B2C, de faire des landing pages, mettre un peu de budget AdWords, valider aussi vite que possible dans l'ordre, est-ce que je réponds à un vrai problème, est-ce que ma solution à ce problème est perçue comme une bonne solution par les potentiels clients, et est-ce que les gens sont prêts à payer pour ma solution. Chaque idée a été éliminée à un stade ou à un autre. Et la compta, elle est venue vraiment d'interviews avec des dirigeantes de TPE, PME, start-up autour de nous, qui on a demandé c'est quoi les trucs sur lesquels on peut vous aider. Et la partie compta, pilotage financier est revenue souvent. Donc après, moi, j'ai fait beaucoup d'user research, interviewé à peu près 120 dirigeantes, pour essayer de comprendre plus précisément, parce que c'est assez vague au début quand on te dit compta, pilotage financier, pour essayer de comprendre où était le problème exactement. Et je pense que ce qu'on a fait beaucoup mieux, parce que du coup Penny Lane, on a été immatriculé en janvier 2020, et donc on a, je dirais aujourd'hui, atteint à peu près le stade, voire pas mal plus éloigné, plus élevé que Price Match, tant en termes de nombre de gens, puisqu'on est passé du coup entre janvier, en 15 mois on est passé à 120 personnes, et ce qu'on a fait plus vite, c'est vraiment de valider les hypothèses et invalider les hypothèses d'une manière très très systématique et structurée, et ne pas avoir peur de se confronter au marché très vite. C'est pour ça typiquement qu'on a commencé en tant que cabinet d'expertise comptable, pour valider aussi vite, parce qu'on ne peut pas aller mettre entre les mains d'un cabinet d'expertise comptable un prototype, un outil qui n'est pas éprouvé, mais on voulait quand même valider dès que possible qu'il y avait de la demande côté dirigeant notamment, pour itérer rapidement sur le produit. Donc plutôt que de faire un outil en chambre ou dans une cave à coder pendant 3 ans sans vraiment voir si notre truc servait, on va très très vite tester nos idées, en se disant que de toute façon le secret c'est pas d'en avoir l'idée, c'est plus quand même dans l'exécution derrière pour réussir, quoi. Du coup, on va commencer à parler concrètement de Penny Lane. Est-ce que tu peux nous pitcher ce qu'on appelle la vision de la boîte, sa mission? Ça fait quoi concrètement? Ouais. Alors désolé pour ceux avec qui j'ai déjà parlé, je vais me répéter. Du coup, quand j'ai fait ma user research, ce qui est sorti de mes entretiens, à chaque fois, c'était j'aime mon expert comptable, c'est mon médecin de famille, mon tiers de confiance.
En revanche, j'ai pas les bons outils pour collaborer avec lui. Et au-delà de ça, j'ai pas ma donnée financière consolidée. J'en ai un peu partout, elle est silotée. J'en ai dans mon outil de facturation, dans mon outil e-commerce, je fais du e-commerce, dans mon Gmail avec les factures que je reçois, dans mon Drive, etc. Et il y en a un autre bout dans le Cegid ou Sage ou autre de mon expert comptable. Et du coup, tu as frustration de perte de temps, travail fait en double, etc. Frustration de pas juste retrouver ta donnée et de pas pouvoir prendre les bonnes décisions pour ton business. Et la frustration, elle est des deux côtés. Parce que côté expert comptable, DAF, etc., les gens aussi nous disent ma passion, c'est pas de faire la chasse aux documents, de faire de la saisie, c'est de faire du conseil. C'est ça, pour ça que j'ai choisi ce métier. Et du coup, j'aimerais bien gagner du temps sur la partie production et pouvoir en passer plus sur la partie conseil. Et donc, la mission de Penny Lane, c'est faire en sorte que les dirigeantes puissent accéder à tout moment à leurs données financières et qu'elles soient fiables, complètes, actionnables et à jour pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour leur business. Et on pense que ça passe forcément par avoir une source de vérité financière unique de la boîte entre le client et son expert comptable, avec par contre des vues adaptées aux besoins de chacun. On pense que les clients, ils n'ont pas envie de mettre les mains dans la compta, ils veulent faire de la gestion, donc facturer, payer leurs fournisseurs, piloter leur trésor, leur rentabilité, etc. Collaborer plus facilement avec leur comptable. Et côté expert comptable, automatiser ce qui est automatisable. Et permettre de dégager du temps pour faire du conseil et d'avoir la donnée à jour pour pouvoir justement faire du conseil plus proactif aux clients. Donc, si on revient sur le positionnement vraiment, pour des gens qui ont peut-être découvert Penny Lane il y a un peu plus d'un an, c'est vrai que historiquement, ça a été lancé, tu le disais, comme un cabinet d'expertise comptable en ligne. Et tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que c'était nécessaire de commencer par là, pour aujourd'hui devenir une vraie plateforme tech qui sert à la fois aux dirigeants et à l'expert comptable. Est-ce que tu peux nous raffirmer ce positionnement-là et nous expliquer pourquoi est-ce que du coup, tu as décidé de commencer par ce commencement-là? Ouais. Donc effectivement, donc nous on avait deux choses qu'on voulait faire au début, comme je disais tout à l'heure, c'était d'une part valider qu'il y avait une vraie demande côté dirigeant pour ma donnée comptable me sert à piloter mon business et n'est pas juste la donnée qui sert à remplir une TVA, un bilan, etc. Ça c'était le premier point. Et deuxième point, c'était itérer aussi rapidement que possible sur l'outil de production comptable. Et on s'est dit que c'était plus simple, qu'on ne pouvait pas imposer ça à des cabinets comptables tiers. C'était uniquement réalisable si on avait des comptables salariés chez nous qui participaient à la construction de l'outil et qui du coup pouvaient accepter que dans l'outil il y ait des soucis et qu'il faille faire remonter le bug au développeur, donner son avis, etc. Et donc le seul moyen de tester ces deux choses rapidement, c'était de commencer en étant un cabinet d'expertise comptable. Du coup, on a un de nos associés qui est expert comptable. Donc on a commencé comme ça. On avait fait la première ligne de code en septembre 2019. On a lancé proprement parlé en mai 2020. On a validé qu'il y avait une vraie demande côté dirigeant et on a itéré sur l'outil. Entre mai et décembre, on a onboardé à peu près 700 clients en tant que cabinet d'expertise comptable. Et derrière, en janvier, on a lancé l'outil en SaaS, donc en mode plateforme, qui a bien pris côté dirigeant et côté cabinet. Et du coup, on a acté qu'on ne prenait plus de nouveaux clients en tant que cabinet. On garde notre base existante qui nous sert à la fois de labo pour continuer d'itérer rapidement avec les comptables qui sont chez nous. Deuxièmement, un peu de vitrine pour montrer aussi aux autres cabinets comptables comment on peut bien tenir un dossier e-commerce, un dossier, etc. Sur Penny Lane. Et troisièmement, de centre de formation parce qu'il y a un gros enjeu d'accompagnement au changement côté cabinet comptable. Quand on a des collaboratrices qui ont passé 20 ans dans Cegid, dans Sage et qui passent 9 heures par jour dessus, le jour où on leur demande de changer d'outil, il faut qu'il y ait des gens en face qui soient prêts à les accompagner, à répondre à leurs questions. Et on se dit qu'il n'y a pas mieux pour ça que des gens qui ont eux-mêmes fait le saut de Cegid Sage à Penny Lane. Donc tous les comptables qui passent par chez nous, l'idée c'est qu'ils fassent eux-mêmes ce saut pendant leurs 6 premiers mois et qu'au bout de 6 mois, ils décident s'ils veulent aller en mode spécialiste d'un secteur sur notre base labo ou s'ils veulent passer côté accompagnement 100% cabinet partenaire pour aider les collaborateurs à prendre en main l'outil. Et donc on est maintenant, en gros, il y a des plateformes qui ont réussi à opérer cette jonction entre l'outil de gestion et l'outil de production comptable dans d'autres pays. Vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a QuickBooks qui a réussi à faire ça aux États-Unis, Xero, qui est un acteur néo-zélandais qui a réussi à faire ça en Australie, en Nouvelle-Zélande. Les deux se battent pas mal en Angleterre. Et en fait, il n'y a personne qui a réussi à faire ça en Europe continentale.
Et il y a pas mal de raisons qui font que la compta européenne est assez différente de la compta anglo-saxonne. Et donc nous, on pense que ça fait grand sens d'avoir un acteur européen, et que c'est en fait plus simple aussi de partir d'une feuille blanche pour faire un système de compta européenne, plutôt que d'essayer, dans leur cas, de prendre un système de compta anglo-saxonne et d'essayer de le tordre dans tous les sens pour en faire un système de compta européen. Et donc, notre but, c'est de faire le QuickBooks Xero, entre guillemets, européen, et donc d'être l'outil de gestion dirigeant, l'outil de production du cabinet comptable et la source de vérité financière de la boîte. Pas mal de fonctionnalités qu'on va... Enfin, notre autre conviction, c'est qu'il y a quand même pas mal de petites boîtes qui n'ont pas envie pour leur gestion administrative financière d'avoir 30 outils SaaS les uns collés à la suite des autres. Donc on a pas mal une approche all-in-one où tu peux faire autant de trucs que possible dans Penny Lane. Et par contre, on est généraliste, donc on ne va pas être aussi bon que les spécialistes sur chaque sujet. Si tu as besoin sur un sujet du spécialiste, on va nous se brancher par API avec le spécialiste pour que le flux redescende bien chez nous, quoi. Okay. C'est ça l'approche. Du coup, le secteur de la fintech, on parle même de Contatech, c'est un secteur qui est hyper dynamique en termes de création d'entreprises, en termes de levée de fonds, d'univers concurrentiel. Toi, tu le mappes de quelle manière? Tu estimes qu'il y a aujourd'hui quel type d'acteurs et où se place Penny Lane par rapport à ces acteurs-là? Et comment est-ce que tu vois ce marché évoluer? Question de visionnaire. Ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup d'acteurs en fintech et compta aussi, mais surtout fintech. Pourquoi est-ce que ça explose maintenant et de manière aussi forte? Alors, je pense qu'il y a quelques points. Le premier, c'est qu'il y a de la donnée qui est devenue disponible. Et pour des raisons technologiques et à la fois pour des raisons régulatories. Il y a notamment une directive européenne qui s'appelle DSP2 qui force les banques à juste ouvrir leurs API et qui donne l'accès à n'importe quel tiers aux données bancaires des entreprises. Ça, c'est le premier point. Cette même directive, elle a un deuxième aspect qui est qu'elle force également les banques à ouvrir des API d'initiation de paiement. Ce qui veut dire que théoriquement aujourd'hui, n'importe quel logiciel doit pouvoir développer une brique où il est capable de déclencher un virement depuis le compte bancaire d'un utilisateur sans que l'utilisateur ait à se connecter sur sa banque. Dans les faits, les comptes Conto, ça va bien. Société Générale et BNP, ils ont une API, mais elle n'est pas encore top. Mais ça va venir. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a aussi le développement de... Donc il y a tout l'aspect outils, du coup, enfin, changement des usages des dirigeants. Et je pense que pendant longtemps, en fintech, les boîtes qui ont marché, c'est des boîtes qui faisaient du enterprise, qui construisaient des outils pour les grosses entreprises, des gros ERP, ce genre de choses. Et là, il y a une vraie opportunité où on voit qu'en Europe, les TPE, PME, elles sont quand même sous-servies, elles n'ont pas des bons outils, etc. Donc il y a ça. Tu as un autre point qui est qu'il y a l'émergence d'acteurs vraiment infrastructure. C'est un des types d'acteurs en fintech. C'est tous ceux qui permettent aux autres fintech de construire leurs services. Et donc, tu as notamment tous ceux qui font de l'infrastructure pour se connecter à tous les comptes en banque, récupérer toutes les transactions bancaires. En France, tu as Budget Insight, Bankin, Fintecture qui font ça. Tu as également tous les acteurs qui font du Core Banking System as a Service, donc qui permettent à des gens qui ne sont pas des banques d'offrir du service parabancaire à leurs utilisateurs. Tu peux très bien t'imaginer via ces acteurs-là. Nous, on travaille avec un qui s'appelle Swan, qui est une dernière boîte de eFounders. Tu peux très bien t'imaginer que demain, Uber pourra aller ouvrir un compte bancaire à chacun de ses chauffeurs assez facilement avec un Swan. Et que donc, en fait, la banque va peut-être plus forcément appartenir aux banquiers, mais que ce seront plus des outils métiers ou des communautés qui posséderont la partie compte en banque, ou une partie en tout cas. Donc tu as les acteurs infra, les acteurs outils métiers qui montent. Tu as des néobanques qui sont apparus quand même dans les dernières années. Conto, qui est une des plus belles réussites européennes en termes de fintech, qui a aujourd'hui, je crois, 150 000 clients quand même. Et donc après, si tu regardes, tu as d'un côté, nous dans notre spectre, tu as d'un côté les outils vraiment pour les comptables et de l'autre les outils vraiment pour les dirigeants. Et nous, Penny Lane, on est les seuls à ma connaissance qui sommes vraiment 50% dirigeants, 50% comptables. Nous, dans notre space, tu as soit des boîtes qui visent uniquement l'expert comptable ou les entreprises qui internalisent la comptabilité, mais qui sont vraiment des outils comptables, soit des entreprises qui visent uniquement le dirigeant. C'est elles qui aujourd'hui lèvent beaucoup de fonds.
avez peut-être entendu parler, Agicap, Libéo, Spendesk. Voilà. Et nous, notre conviction, c'est que si on veut vraiment résoudre le problème, la mission qu'on s'est donnée, il faut faire les deux, parce que sinon, tous ceux qui font que le dirigeant, leurs espoirs reposent sur le fait que Cegid et Sage ouvrent un jour des API qui soient bien et qui soient utilisables. Et donc nous, on pense qu'ils ne le feront pas, ou en tout cas qu'ils vont mettre longtemps à le faire. Donc on pense que le seul moyen de remplir cette mission, d'être la vraie source de données financière de la boîte, c'est de tout refaire. C'est pas le truc le plus lean. Normalement, on conseille à une startup de commencer par petits bouts et de. Hein. Après, on a la chance, du coup, comme on a déjà fait une première boîte, d'avoir beaucoup de financement, d'avoir la bonne approche pour architecturer le tout. Et donc, on se dit que c'est un bon challenge pour nous, mais ça reste un challenge, hein, on n'a pas encore gagné. Et donc, ouais, je pense que je pense pour moi que les gros acteurs de demain, ce seront soit les logiciels de gestion comme les Penny Lane et ou les banques. Et je pense, d'un point de vue plus stratégique sur le marché, qu'il y a une énorme place à prendre pour être la marketplace des services financiers aux dirigeants de TPE, PME, qui aujourd'hui n'est pas vraiment occupé. Et pour moi, celui qui arrivera à être la source de vérité financière unique de l'entreprise, qui aura de l'usage quasi quotidien du dirigeant, de la dirigeante, parce qu'elle fait ses factures dedans, elle paye ses fournisseurs dedans, elle pilote cette réseau dedans, tu as une opportunité pour demain venir ajouter l'App Store pour que dans cet outil-là, tu puisses prendre ton crédit, ton affacturage, etc. Simplement, ça simplifie ta vie à toi, la vie de ton expert comptable parce que tout est APIsé et qu'il y a aussi du revenu additionnel à venir créer pour nous, du coup, en App Store par-dessus. Donc, on veut aussi pas mal changer le business model de la profession comme ça, quoi. Donc pour moi, c'est ça le gros enjeu des années à venir, c'est quel est l'outil où le dirigeant ou la dirigeante de TPE, PME va faire sa vie financière, administrative au quotidien. Et nous, c'est cette bataille-là qu'on espère gagner. Et donc pour ça, il faut se concentrer sur la connectivité, sur l'expérience utilisateur, sur le fait que l'expert comptable qui récupère la donnée dernière soit satisfait de la donnée qu'il récupère, que quand l'expert comptable fait des modifs, ça se reflète direct sur la vue dirigeant. Il y a tout un tas de critères comme ça, quoi. Alors, je sais que tu es super humble, mais il y a quand même une question que j'ai envie de te poser. C'est une boîte qui a été fondée il y a moins d'1 an et demi, plus de 120 collaborateurs, plus de 1000 clients, une centaine de cabinets d'experts comptables qui utilisent la solution. Je crois que sur Google, on parle de 100 avis clients, ils sont tous à 5 étoiles. Pourquoi est-ce que ça va si vite et comment est-ce que tu expliques que ça marche si bien dès le début ? Alors, je pense encore une fois parce qu'on a bien pris les questions, validé qu'il y avait un vrai problème, que notre solution à ce problème était la bonne, que les gens étaient prêts à payer pour ce problème. Après, on est aussi beaucoup de cofondateurs. Je pense qu'on a dès le début pu avoir des gens qui bossaient déjà bien ensemble, qui avaient l'habitude de bosser ensemble, et que du coup, on a été plus rapide que d'autres. On a aussi, comme je l'ai dit, c'est quand même pas mal de financement. Quand j'ai fait Price Match, j'ai dû me battre pour lever le seed de 1 million d'euros au bout d'1 an et demi. Et là, c'est vrai qu'on a levé en 1 an, on n'a pas encore tout annoncé, mais à 35 millions d'euros. Du coup, ça fait que, ne vous inquiétez pas, il en reste plein. On n'a pas tout dépensé encore. Mais ça fait qu'on peut aller plus vite et surtout qu'on peut, et nous on pense que sur ce marché-là, tout va jouer sur le produit, la qualité du produit. Et on a réussi à faire comprendre ça à nos investisseurs en leur disant, quand on a nos boards, on n'est pas là pour parler de notre chiffre d'affaires ou autre. Tout ce qui compte, c'est quand est-ce que le produit il est assez bien pour faire basculer de plus en plus de catégories, de typologies de clients, d'experts comptables, etc. Et si on fait bien notre job sur le produit, demain, on gagnera notre vie, il n'y a pas de souci. Et donc ça, je pense que c'est un luxe qu'on peut se permettre, qui fait aussi que ça avance bien. Et après, si je demande aux gens qui travaillent chez nous, parce qu'une boîte, c'est quand même avant tout les gens qui bossent dedans, surtout à ce stade, je pense qu'il y a une bonne ambiance, qu'on a recruté les bonnes personnes. On n'a pas hésité non plus à prendre des gens expérimentés et avec un peu de moyens, on pouvait payer aussi. Enfin, c'est une connerie qu'on a fait chez Price Match de se dire on a le bon produit, donc en vrai il n'y a pas besoin de meilleurs commerciaux, etc. On a juste fait le super produit, mais en fait non, c'est un tout. Je pense que les objectifs sont très clairs, donc que les gens qui bossent chez Penny Lane savent exactement où on va. Ils croient ils sentent
qu'ils changent la vie de leurs utilisateurs. Parce que comme on est un outil que les gens utilisent quotidiennement, je pense qu'il fait plaisir à tout le monde, c'est quand tu sors une nouvelle fonctionnalité, tu as direct les gens qui te disent c'est bien, c'est pas bien. Tu changes vraiment le quotidien des gens. Et ça plaît, je pense, aux différentes personnes. Je pense que c'est ça qui fait qu'on va relativement vite. Je vais terminer avec une dernière question, avant peut-être de laisser la place à vos questions pour parler de Nantes. Il y a un peu plus d'un mois, on annonçait que justement Pennyline avait envie de se focaliser géographiquement sur certaines villes. Et la première ville que tu as sélectionnée, c'est Nantes. Pourquoi se focaliser sur certaines villes comme ça? C'est quoi l'histoire derrière un développement local? Et pourquoi Nantes? Quelle vision est-ce que toi tu as, alors sans te mettre une étiquette d'entrepreneur parisien, mais quelle vision tu as justement de l'écosystème nantais? Donc effectivement, l'idée c'est de se développer ville par ville, tout simplement parce que souvent les entrepreneurs prennent des experts comptables à côté de chez eux, et donc on pense que ça fait beaucoup plus sens, à la fois d'un point de vue produit et d'un point de vue commercial, de venir s'implanter localement pour pouvoir tisser des liens dans l'écosystème, pour pouvoir aussi voir s'il y a des spécificités produits qui sont propres à une région donnée. Ça peut être peut-être qu'il y a une région qui a beaucoup d'entreprises d'un certain type, d'une certaine industrie. Du coup, il va falloir aller prioriser ces besoins-là de cette industrie-là. Ça peut être, il y a plein de trucs qu'on peut imaginer. Et donc, c'est un conseil qu'on a eu. On parle beaucoup avec des anciens de QuickBooks Zero aussi pour comprendre ce qu'eux ont fait dans leur marché respectif qui a bien marché. Et ils nous ont dit que c'est un conseil qu'ils nous ont donné, d'avoir une approche plus locale et pas juste nationale. Voilà. Donc, cela étant dit, il fallait choisir effectivement la première ville. On a choisi Nantes pour diverses raisons. La première, c'est que tu nous as rejoints et que tu es basé ici. La deuxième, c'est que Jocelyn, qui est là-bas, vient de la région nantaise, nous a rejoints il y a à peu près un an. Et je crois que c'est toi qui as le record de vente de Pennyline. Et du coup, on s'est dit que Jocelyn pouvait en tout cas qu'on testait de voir si en se lançant dans une ville, ça pouvait accélérer notre croissance. Et qu'on savait que si ça marchait pas, en tout cas, c'était pas Jocelyn qui marcherait pas, c'était que juste c'est pas une bonne approche, l'approche locale. Et ensuite, pourquoi Nantes également, très dynamique, écosystème, pas trop loin de Paris aussi pour pouvoir nous venir régulièrement aussi dans l'écosystème. Et après, on avait aussi déjà quelques clients à Nantes, quelques cabinets. Je vois quelques personnes, notamment Steven, Charlotte, avec qui on travaille déjà à Nantes. Et du coup, on s'est dit que c'était un bon moyen de venir lancer ça ici. Et si ça se passe bien, de pouvoir le reproduire aussi dans d'autres villes. Mais c'est vraiment là qu'on a envie de commencer, quoi. Bien, merci beaucoup.